Le président Buhari vient d'annoncer son intention d'obtenir l'investiture du All Progressive Congress APC et de concourir pour un second mandat aux élections de 2019, a annoncé le compte officiel Twitter de la présidence. Âgé de 75 ans, Muhammadu Buhari a fait cette annonce lors d'une réunion de l'APC au pouvoir à Abuja après avoir laissé planer le suspense durant plusieurs mois et alors que de nombreux gouverneurs d'État membres de l'APC lui ont publiquement affirmé leur soutien récemment. La victoire est assurée par la grâce de Dieu et ensemble, nous devons continuer à assainir l'environnement politique du Nigeria, a ensuite déclaré Muhammadu Buhari, cité dans un communiqué de la présidence. Surnommé Baba Go Slow pour sa lenteur à réagir aux crises qui ont secoué le pays depuis 3 ans, qu'il s'agisse de récession économique ou de conflits armés, ce Peul, originaire du nord musulman, va devoir convaincre au-delà de sa région natale, où il reste populaire, qu'il est encore capable de diriger le géant anglophone de 180 millions d'habitants. Il a effectué fin mars sa première visite officielle à Lagos, poumon économique du Nigeria. Car s'il espère gagner, le président aura besoin du soutien du sud-ouest, dominé par l'un des principaux groupes ethniques, les Yoruba. De nombreuses spéculations couraient au Nigeria sur sa volonté de briguer ou non un second mandat. Le président a passé de longs mois à Londres pour se faire soigner d'une maladie non révélée au public en 2017. Il voyage rarement à l'extérieur de la capitale fédérale et n'a visité que quelques-uns des 36 États du Nigeria depuis son élection en 2015. Alors que le premier producteur de pétrole africain a traversé l'an dernier une récession économique aggravée par la chute des cours du baril, le chef de l'État a été largement critiqué pour sa passivité et la rigidité de sa politique monétaire qui a découragé les investisseurs étrangers. Son bilan en termes de lutte contre la corruption reste mitigé, les autorités ayant mené de nombreuses arrestations et saisies immobilières visant des personnalités du principal parti d'opposition, le People's Democratic Party, PDP, au pouvoir de 1999 à 2015. Face au dilatoire et au refus du régime de respecter ses engagements pris en présence du facilitateur, notamment la mise en œuvre des mesures d'apaisement, l'arrêt des préparations unilatérales de consultations électorales, la coalition des 14 partis politiques invite toutes les populations togolaises à prendre massivement part aux grandes manifestations nationales qu'elle organise mercredi 11, jeudi 12 et samedi 14 avril 2018, indique un communiqué de l'opposition. Dans une lettre adressée à l'opposition, le ministre de l'administration territoriale, Payadoa Boupessi, a indiqué que ces marches seront interdites. Toutes les parties prenantes au dialogue doivent respecter les recommandations du facilitateur en ce qui concerne la suspension des manifestations durant le dialogue, ajoute le ministre. Les manifestations avaient été suspendues en raison de l'ouverture le 19 février d'un dialogue avec le pouvoir sous la facilitation du président ghanéen Nana Akufo-Addo. Mais l'opposition a plusieurs fois menacé de rappeler ses partisans dans la rue, accusant le gouvernement de poursuivre unilatéralement le processus devant conduire aux prochaines élections, notamment les législatives. Aucune date n'a encore été annoncée pour la tenue de ce scrutin. Les dernières législatives remontent à juin 2013 et les députés sont élus pour un mandat de 5 ans. Les négociations engagées pour tenter de mettre fin à 7 mois de graves crises politiques et sociales avaient été interrompues après 3 séances de discussion. Bien que le gouvernement ait répondu à certaines demandes de l'opposition, notamment la libération d'une partie des personnes arrêtées pendant les manifestations, les pourparlers s'enlisent sur la question du retour à la Constitution de 1992 qui concerne la candidature de Faure Gnassingbé. En 2020, la coalition de l'opposition a plusieurs fois martelé qu'elle n'accepterait jamais que Faure Gnassingbé se représente pour un 4e mandat à la présidentielle de 2020. Achevé en décembre dernier, ce rapport parlementaire accuse Ahmed Abdallah Sambi et Ikililou Douanine d'avoir participé à une gigantesque fraude et préconise l'ouverture de poursuites judiciaires contre eux. Les juridictions pénales doivent être saisies des cas de détournement de deniers publics et de complicité imputable au président et à leurs complices, écrivent ces auteurs. Le fameux rapport en question, il y a beaucoup de reproches. Tout d'abord, le rapport est daté du 8 décembre 2017, pendant que la mission aux Émirats Arabes Unis se faisait entre le 9 et le 12 janvier et des éléments du rapport rapportés par la commission figurent dans le dossier. Donc là, il y a une première difficulté.
Deuxième difficulté du rapport, c'est que tous les éléments portant sur la période du président Azali ne figurent pas sur le dossier. L'affaire a commencé lorsque l'ex-président Sombi a lancé en 2008 un programme destiné à vendre la citoyenneté comorienne à des populations apatrides du Koweït et des Émirats arabes unis, connus sous le nom de Bindous, contre les investissements des deux pays dans l'archipel. Les autorités qui nous ont gouvernés, ils ont usé de la loi sur la citoyenneté économique pour s'en mettre plein les poches pendant que la population est en train de croupir dans la misère. En tant que citoyens, en tant que membres de la société civile, nous condamnons fermement cette grosse escroquerie et nous demandons que justice soit rendue. N'oublions pas qu'il y a 2 États étrangers qui sont impliqués dans cette affaire. Des dignitaires de ces États, pas les États eux-mêmes, mais dignitaires de ces États. Il y a le Koweït, il y a les Émirats arabes unis, et tout le monde est sur cette affaire. Les Américains veulent comprendre ce qui s'est passé, mais en premier chef, nous, Comoriens, on veut comprendre ce qui s'est passé. Entendus par la commission d'enquête, les ex-présidents Sombi et Douaniné ont nié les accusations qui pèsent sur eux. La balle est désormais dans le camp de l'actuel chef de l'État, à qui le rapport a officiellement été remis la semaine dernière. Un premier groupe de Centrafricains, une centaine au moins, qui résident dans le camp de réfugiés de Bétou, dans le nord du Congo-Brazzaville, ont été rapatriés par l'ONU vers la Centrafrique. Une première depuis le début du conflit dans ce pays en 2013. Ils rentrent dans une des rares régions pacifiées de leur pays, où les violences sont quotidiennes et les civils sont régulièrement pris pour cible par les groupes armés. Chez ces premiers réfugiés centrafricains rapatriés, le désir de retour domine malgré l'assistance multiforme fournie par le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés au Congo, notamment dans la région de la Likuala. Quelles que soient les conditions, l'homme se soit mieux chez lui. Donc je préfère retourner au pays pour répondre les activités. Présentement ici, là, il n'y a rien à faire. Si on reste sur place ici, là, qui vont construire le pays? Entre-temps, pour construire le pays, c'est nous les autres qui sont ici, là. On doit faire un bloc de retourner et essayer de regarder notre pays. Dans les semaines à venir, le HCR prévoit de faire revenir du Congo 600 réfugiés centrafricains qui ont manifesté le désir de rentrer chez eux depuis la région de la Likuala ou de Brazzaville. Depuis plus d'un an, on a eu des appels pressants de la part de certains réfugiés qui souhaiteraient rentrer chez eux et participer à la reconstruction du pays, parce qu'ils estiment que le pays a atteint un certain degré de stabilité. On va assurer leur transport en connivence avec le HCR de la République centrafricaine. Et puis on va leur donner ce qu'on appelle le viatique. Chaque membre de la famille, qu'il soit enfant ou adulte, recevra un certain montant qui va permettre d'assurer la réinsertion. C'est le premier rapatriement d'importance de Centrafricains réfugiés au Congo, où plus de 32 000 d'entre eux ont dû fuir à partir de 2013, quand la Seleka, une coalition armée pro-musulmane venue du nord de la Centrafrique, a marché sur Bangui et renversé le président François Bozizé. La commission électorale coréenne a publiquement déclaré qu'elle n'apportait aucun soutien officiel ni aucune garantie à son homologue congolaise qui veut utiliser des machines à voter de fabrication coréenne pour les élections cruciales du 23 décembre en République démocratique du Congo. La commission électorale de la République de Corée du Sud, NEC, a notifié à la commission électorale nationale indépendante CENI de la RD Congo qu'elle n'a apporté ni n'apportera aucun soutien officiel ni aucune garantie au projet d'introduire un système de vote par écran tactile TVS pour l'élection présidentielle prévue en décembre 2018, écrit la NEC dans un communiqué daté de dimanche. La NEC a exprimé de sérieuses inquiétudes à propos de l'introduction obligatoire de ces machines en RD Congo malgré la situation politique instable et un environnement vulnérable dont de faibles infrastructures électriques et l'état des routes, le fort taux d'illettrisme et le climat tropical qui peut conduire à un mauvais fonctionnement des machines, ajoute l'ANEC dans son communiqué. L'ANEC est consciente que des diplomates, dont des officiels des États-Unis, tout comme de nombreuses personnes en RDC, redoutent que l'introduction de ces machines puisse augmenter les risques d'élections frauduleuses. L'ANEC fait savoir qu'elle soutient l'ambassadrice des Nations Unies à l'ONU, Nikki Haley,
et l'ambassade de Corée du Sud à Kinshasa qui se sont également opposés aux machines à voter. La CENI congolaise a passé un contrat avec la société privée sud-coréenne Miru Systems pour l'achat de ces machines à voter qui doivent, selon la CENI, réduire le coût et la logistique des élections du 23 décembre avec moins de bulletins de vote. L'opposition congolaise parle de machines à tricher. Au total, plus de 40 millions d'électeurs sont inscrits pour désigner le successeur du président Joseph Kabila en décembre, 2 ans après la fin officielle de son mandat dans un pays immense qui n'a jamais connu de transition pacifique du pouvoir. 257 personnes ont perdu la vie dans le crash de l'avion de l'armée algérienne qui s'est écrasé ce mercredi, peu après son décollage de la base aérienne de Boufarik, à une trentaine de kilomètres au sud de la capitale algérienne. Les victimes sont les 10 membres d'équipage et 247 passagers, dont la plupart sont des personnels de l'armée nationale populaire, ainsi que des membres de leur famille. Ce bilan en fait la pire catastrophe aérienne civile ou militaire survenue en Algérie et la 4e plus meurtrière au monde ces 20 dernières années. L'épave calcinée et noircie de l'appareil gît dans un champ situé à quelques 100 mètres des murs d'enceinte de la base. Aucune hypothèse n'a été pour l'heure avancée pour expliquer l'accident. Le gouvernement algérien a ordonné la mise en place immédiate d'une commission d'enquête afin de déterminer les circonstances de cet accident. Selon une source militaire, l'appareil accidenté est un Ilyushin 76. Selon le site internet du constructeur, l'IL-76, un quadri-réacteur civil ou militaire de fabrication russe, peut transporter entre 126 et 225 passagers. Amadou, ancien Premier ministre et ex-président du Parlement, arrivé 2e à la présidentielle de 2016, avait été condamné par contumace à 1 an de prison en mars 2017 pour recel d'enfants dans un trafic international de bébés. Ses avocats avaient décidé de se pourvoir en cassation. L'opposant qui vit à l'étranger doit donc rentrer au Niger afin de purger sa peine, a confié une source judiciaire. Son pourvoi étant rejeté, sa condamnation devient définitive et au terme du code électoral du Niger, tant qu'il n'est pas réhabilité, il ne sera ni électeur ni éligible, a affirmé un constitutionnaliste nigérien. Une vingtaine d'autres personnes impliquées dans cette affaire, dont l'épouse de Hama Amadou, avaient également été condamnées à la même peine. Elles étaient notamment poursuivies pour supposition d'enfant, un délit consistant à attribuer la maternité d'un enfant à une femme qui ne l'a pas mise au monde. Toutes ont été condamnées pour avoir participé à un trafic de bébés qui aurait été conçu au Nigeria, puis amené au Niger via le Bénin. Écroué durant 4 mois à son retour d'exil le 14 novembre 2015, Hama Amadou avait été évacué d'urgence pour raison de santé le 16 mars 2016 en France, quelques jours avant le second tour de la présidentielle remporté par le sortant Mahamadou Issoufou. L'opposant dénonce un procès politique dans cette affaire qui a empoisonné le climat politique nigérien depuis plus de 3 ans. Le Premier ministre Brigui Rafini est venu me dire que le président ne souhaitait plus que je sois au gouvernement. J'ai immédiatement rédigé une lettre de démission dans laquelle j'ai aussi annoncé le retrait de mon parti de la majorité présidentielle, a affirmé Ibrahim Yacouba, joint par téléphone depuis Abidjan. À Niamey, une source proche du pouvoir a confirmé cette démission, précisant le président Issoufou a demandé au Premier ministre de le faire démissionner. Depuis quelque temps, il faisait preuve de déloyauté et complotait même contre le gouvernement avec l'opposition tout en restant au gouvernement. Ibrahim Yacouba a été remplacé par Kala Ankouraou, un membre du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS, la formation du président Issoufou. Tout le monde sait pourquoi, a commenté Ibrahim Yacouba. C'est lié à notre position sur le code électoral en vue de la présidentielle de 2021. Ce code verrouille le système et crée des conditions dangereuses pour la stabilité de notre pays. Il porte en lui les germes de la contestation. Il n'y aura pas de confiance dans ces élections, a-t-il ajouté. Au début du mois, le parti de Yacouba avait critiqué ce nouveau code électoral et notamment la composition de la Commission électorale nationale indépendante, CENI.
Candidat contre Mahamadou Issoufou à la présidentielle de 2016, où il est arrivé 5e avec 4,43% des voix au premier tour, Ibrahim Yacouba avait appelé à voter pour le président sortant au deuxième tour. Ce ralliement lui avait valu le poste prestigieux de ministre des Affaires étrangères. Pour rappel, ce n'est pas la première fois que Yacouba se brouille avec le président. Ex-adjoint du directeur de cabinet du président, jugé trop ambitieux, il avait été exclu du PNDS en 2015, accusé de fomenter un projet visant à faire main basse sur les structures du parti. Il avait créé son propre parti, le Mouvement patriotique nigérien MPN, qui dispose de 5 députés au Parlement.